Bonjour, voilà, donc on arrive finalement, comme toute chose, qu'il y a un début et qu'il y a une fin. Donc nous arrivons à la fin de notre parcours de construction de cette année. Notre dernier chapitre s'intitule, comme vous pouvez le voir, Construire en zone sismique vers une architecture parasismique alliant respect du geste artistique et comportement optimal des structures. Très bien. Alors, vous savez que l'Algérie est un pays qui est sismique, hein, par excellence, je dirais. Voilà, c'est un pays qui est exposé au séisme et depuis l'aube des temps, notre pays n'a cessé de connaître des épisodes sismiques majeurs qui ont fait beaucoup de dégâts, aussi bien humains que matériels. Donc vous pouvez voir sur cette figure, c'est ce qu'on appelle une carte de zonage ou de zonage sismique de l'Algérie. Alors on peut voir ici qu'il y a différentes couleurs et vous pouvez constater qu'il y a une zone qui est peinte en rouge ici, hein, juste à côté de la mer Méditerranée, hein, qui est une zone 3, donc niveau 3. Pardon. Cela suppose que cette zone-là, à peu près dans les 50 à 60 km, une bande de 60 km sur le littoral, c'est une zone de forte activité sismique. Juste après, vous avez une zone de moyenne intensité, donc les séismes moyens pourraient se produire ici. Et bien sûr, vous avez la zone de faible sismicité, donc c'est des séismes faibles, donc pas dangereux, mais qui viennent ébranler nos structures. Plus au sud, il y a la zone 0, c'est le Grand Sud, zone 0, donc pas de séisme. Vous savez que les séismes ont pour origine un phénomène bien connu qui est la tectonique des plaques. Vous savez que la croûte terrestre n'est pas une croûte continue, mais constituée de plaques, d'accord, les unes à côté des autres, d'accord. Ici c'est la plaque peut-être africaine, la plaque eurasiatique, la plaque atlantique ici, d'accord, et ainsi de suite, la plaque arabique, d'ailleurs, l'Arabie, la plaque asiatique, et toutes ces plaques-là, d'accord, dans les zones, elles bougent. Voilà, elles ont des mouvements à gauche, à droite, en haut, en bas. C'est des plaques qui sont posées sur le manteau terrestre. Ce manteau terrestre n'est pas quelque chose de rigide, mais c'est quelque chose qui est fluide. Et donc, tout ça, toutes ces plaques-là ont des mouvements les uns par rapport aux autres. D'accord? Et dans les zones de contact, dans ces zones de contact que vous voyez ici, donc ici peut-être la plaque africaine va toucher ou est en contact avec la plaque eurasiatique, et dans ces zones-là, d'accord, il va y avoir des failles, ce qu'on appelle des failles. Des failles, fawaliq en arabe, les failles sismiques. Vous avez déjà vu ça en 4e année moyenne, je crois, ou 3e année moyenne. Bon, donc ces plaques-là en mouvement vont s'entrechoquer, d'accord. Donc ça dépend là de cette intensité de choc. Et il arrive qu'à un certain moment, il y a un emmagasinement, donc ça emmagasine, je crois qu'il y a 2 M, de l'énergie. Et arrive un moment où cette croûte terrestre casse. Donc vous avez une plaque en contact avec une autre plaque. Là, c'est la faille. Celle-ci veut aller là, celle-ci peut-être va remonter. Et puis vous avez une zone ici où il va y avoir une concentration de force, de contrainte.
Les croûtes étant faites de matériaux, je sais que chaque matériau ne peut pas résister à toutes les contraintes. Arrive un moment où la contrainte, donc sigma, d'accord, dans cette faille-là, est dépassée. Et puis vous avez une cassure. Donc vous avez une cassure. Et puis soudainement, toute l'énergie qui était emmagasinée ici, tout autour, parce qu'il y a du mouvement, donc ça emmagasine de l'énergie, donc des contraintes, et dès qu'il y a cassure, il y a libération d'énergie, et c'est les fameuses ondes sismiques qui vont apparaître en surface et qui vont voyager hein, dans tous les sens, et ça va ébranler voilà, votre zone. Alors, pourquoi ici vous avez une zone en rouge? Tout simplement parce que la plaque eurasiatique, rencontre la plaque africaine exactement dans cette zone-là. Je dirais pas de chance hein, pour les gens qui sont au nord. Donc nous sommes carrément sur une faille sismique, pratiquement tout le nord de l'Algérie est sur une faille qui est active, puis elle va s'éloigner un petit peu plus tard, elle va rejoindre l'Italie, hein, la fameuse botte, la Sicile quelque part, là, je sais pas. D'accord? Donc vous avez quand même plusieurs, il n'y a pas une seule faille, mais vous avez plusieurs failles. Alors ceci est la zone de délimitation des deux plaques, et donc la plaque africaine et la plaque eurasiatique donc convergent l'une vers l'autre au rythme en moyenne de 1,5 cm par an. Donc on se rapproche de l'Europe, ou c'est l'Europe qui vient vers nous, hein, au rythme de 1,5 en moyenne centimètres par an. Vous imaginez donc des plaques qui se compriment à une vitesse de 1,5 cm par an. Donc ça vous donne quand même vision, hein, vous pouvez voir, si j'ose dire, l'impact hein, des charges sismiques emmagasinées dans ces zones-là. Alors voilà, la carte de tout à l'heure n'était pas vraiment explicite, c'était juste une schématisation des zones de forte sismicité et de faible sismicité. Alors la figure que vous voyez ici, ou bien plus précisément la carte que vous voyez ici, elle est tirée des dernières règles parasismiques algériennes. Donc les règles parasismiques algériennes, donc c'est le règlement parasismique algérien. C'est le règlement qui régit les constructions en zone sismique dans notre pays. Alors, il date de 2025 et il porte le nom de RPA 2024. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a un code de 2 couleurs ici. Alors, comme vous voyez, l'Algérie est divisée en 6 zones. 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. D'accord? C'est une zone 0, c'est le Grand Sud, c'est là où il n'y a pas de séisme. Alors on voit bien entre la carte de tout à l'heure et la carte que vous voyez ici qu'il y a une certaine ressemblance, mais là c'est un peu plus détaillé. Alors vous voyez par exemple ici Alger, Tipaza, Blida, Boumerdes sont toutes classées, donc ces wilayas sont classées en zone 6, c'est-à-dire en zone de très forte sismicité, et pour lesquelles on peut s'attendre à des séismes supérieurs à 7, voire jusqu'à 8 sur l'échelle des magnitudes de Richter. Alors l'échelle de Richter, elle mesure l'intensité du séisme. Il existe 2 échelles différentes, d'accord? L'échelle de Richter et l'échelle de Mercalli. Alors, par exemple, ici, vous avez la zone 5, par exemple, une petite partie d'Oran, donc elle est en zone 5. Alors, ce qu'il faut bien voir ici, c'est que vous pouvez avoir des wilayas, comme Sila, qui peuvent empiéter sur 4 zones, plutôt sur 3 zones différentes. Donc, zone 2, Msila, donc le sud de Msila, zone 2. Le centre de Msila, par exemple, est de zone 4. D'accord? Plutôt en zone 3. Et puis le nord de Msila, qui est en zone 4. D'accord? Et donc, chaque zone, comme vous pouvez le voir ici,
est caractérisé par un seuil sismique. Donc plus on va vers le sud, d'accord, voilà, plus on va vers le sud et plus la sismicité donc diminue. Alors on peut voir maintenant un zoom sur la partie qui nous intéresse, la partie vraiment sismique de l'Algérie. Et là, on voit, voilà, donc plus en détail, les wilayas, donc Sétif, Constantine, Mila, Guelma, Tarf, Soukharas, d'accord. Et regardez, les zones les plus dangereuses sont celles où les fameuses failles vont passer, d'accord. Les fameuses failles sismiques, d'accord, elles vont passer. Donc vous avez une faille sismique ici, d'accord, qui est l'entrechoquement entre la plaque européenne, eurasiatique, et la plaque africaine. Et là, attention, donc il faut, lorsqu'on construit dans ces zones-là, il faut respecter plusieurs critères, d'accord, de construction. Et il faut être très prudent lorsque vous évoluez en zone de forte sismicité. On n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Et à partir de gestes simples, de gestes de conception très simples, d'accord, on peut assurer, sans aller vers des calculs savants très complexes, on peut assurer par des formes géométriques, par un découpage en joint bien précis, d'accord, dans ces zones-là, des bâtiments, nos bâtiments. Donc on peut assurer un bon comportement. Donc un bon comportement d'une structure, c'est le premier paramètre qui nous assurera plus tard un bon fonctionnement au séisme ou bien une bonne tenue au séisme de notre structure. Alors regardez ici, à partir de Mnia, par exemple, là, vous avez des zones de zéro sismicité. Donc c'est-à-dire, c'est des zones où il n'y aura pas de séisme. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des micro-séismes, il y a toujours des mouvements de terre qui se produisent un peu partout, mais en Algérie, donc les zones les plus fortement sujettes au séisme sont ces zones-là. Et donc, il faut être très prudent lorsque vous évoluez donc sur cette partie de l'Algérie. Alors voilà, regardez ici, ceci est un tableau, d'accord, qui regroupe toutes les wilayas du pays, donc les 58 wilayas. Donc vous avez ici jusqu'à la 20e wilaya, Staïda par exemple, d'accord, et vous avez la localisation ou bien la caractérisation de la zone sismique pour chaque wilaya. Alors regardez, prenons la première, Adrar par exemple. Adrar est une zone non sismique. Parfait, donc on peut ne pas appliquer le règlement parasismique. Alors, en deux, Schliff, bien connu pour ses séismes, malheureusement, qui ont fait beaucoup de dégâts, d'accord. Eh bien, vous avez des groupes de communes qui sont classés en zone 6, et puis vous avez d'autres groupes de communes qui sont classés en zone 5. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure pour la wilaya de Msila. Alors la même chose s'applique pour Djidjel, d'accord. Vous avez des groupes de communes A pour lesquels la sismicité est de zone 6, donc très forte, modérément forte, d'accord. Donc 3 zones. Et à chaque fois, donc vous avez ce genre de tableau. Donc il est tiré des RPA 2024, donc les règles parasismiques RPA 2024. Donc c'est le dernier règlement en date. Alors il faut rappeler que l'Algérie a connu plusieurs règlements parasismiques. Le premier, c'est après la tragédie de Schleff, qui s'appelait à l'époque l'Asnam, d'accord, qui était le RPA 81. C'est l'année d'édition ou bien de parution de ces règles-là, qui a évolué plus tard en l'RPA 88, pardon, d'accord. Plus tard, après le séisme de Boumerdès, qui a fait aussi beaucoup de dégâts, on a revisité donc ces règles-là en les mettant à jour. Pardon, on a eu avant le RPA 99, voilà, et qui a été remis à jour après le séisme de Moumerdès en 2003. Alors de 2003 jusqu'à 2024, ou plus précisément 2025, parce que le RPA 2024 est paru
à partir du 17 janvier ou voilà, je crois, 2025. Donc on a les fameuses règles RPA 2024 qui sont des règles très très développées, très précises et très pointues pour la construction en zone sismique. Elles s'inspirent, je dirais, de règlements mondiaux, d'accord. Elles synthétisent pratiquement les recherches qui étaient développées par plusieurs centres de recherche de par le monde. Et donc nos RPA 2024 actuellement, et même nos centres de recherche en Algérie, à savoir le fameux CGS, le Centre de génie parasismique, et je cite aussi les universités algériennes d'ingénieurs, d'accord, et aussi plusieurs entreprises qui ont apporté leur contribution pour la rédaction de ce RPA 2024. Alors le tableau ne s'arrête pas là, donc vous avez toutes les wilayas, voilà, 29 Mascara, et Mascara, regardez, elle est divisée en 4 zones, carrément. Sidi Bel Abbès, 4 zones. Donc dans la même wilaya, on peut avoir plusieurs zones sismiques. Voilà, Tipaza, zone 5. Boumerdes, voilà aussi entre 5, 6 et 4. Ça dépend dans quelle commune vous êtes. Et puis en dernier, les dernières wilayas, jusqu'à la 58e wilaya Mnéa, où c'est dans le Grand Sud et c'est des zones de zéro sismicité. Regardez ici, c'est ce qu'on appelle une carte néotectonique de la région d'Alger. Vous voyez, Alger est ici. Donc c'est à peu près les zones très proches, à 30 km à gauche, à l'est et à l'ouest d'Alger. Et vous voyez ici, regardez, le nombre de failles qui existent, des failles sismiques. Pardon, des failles sismiques qui existent un peu partout. Vous voyez, même sur Alger, vous avez une faille ici, qui va jusqu'à Mahelma, qui démarre de Harrach, je crois. Ici, côté de Sidi Moussa, etc. Donc vous avez quand même des micro-failles, regardez ici. Donc on est vraiment encerclé de failles. Il y a des failles qui sont principales, mais vous savez, à chaque fois qu'un objet casse, il ne casse pas. Vous prenez une vitre par exemple, une glace, et vous essayez de la casser. Ça ne va pas casser comme ça. Donc il y aura la cassure principale, ce qu'on appelle la faille principale. Voilà, peut-être c'est celle-là. Mais vous avez encore d'autres failles secondaires qui se ramifient. Elles vont se ramifier vers le sud et elles vont devenir négligeables. Donc, les principales failles, on voit ici qu'elles sont pratiquement sur le nord de l'Alger, les 50 km à peu près du nord. Et ça, c'est des zones de forte sismicité. Il faut faire attention lorsqu'on construit ici. Alors, sur cette diapositive, sur ce tableau, sont recensés les séismes majeurs qui ont eu lieu en Algérie. Alors, vous pouvez voir, le plus ancien séisme qui a été recensé, il date du 3 janvier 1365. Alors, l'intensité, elle est de 10 sur l'échelle de Mercalli qui compte 12. Vous voyez que c'était un séisme qui était vraiment très fort. Alors, attention, vous avez deux échelles. Nous avons deux échelles pour mesurer les séismes. Vous avez l'ancienne échelle de Mercalli. Donc, c'est une échelle des intensités. Mercalli, elle mesure quoi? Elle mesure les effets. Donc, elle attribue, donc il y a observation des effets. C'est pas une échelle mathématique ou scientifique. Donc, on observe des effets. Et puis, en fonction de ces effets-là, on a un tableau de 1 jusqu'à 12. D'accord? Par exemple, ici, 10, c'est destruction de maisons, des routes, etc. Donc, c'est une échelle qui est, je dirais, une échelle subjective. Et il y a l'échelle de Richter, que les gens appellent aussi Richter,
C'est une échelle des magnitudes, donc c'est une échelle d'énergie. Je ne rentre pas dans le détail. Hein, il mesure l'accélération du sol en fonction du temps, d'accord? Et il détermine en fonction des accélérogrammes, donc c'est les fameux tracés que vous voyez un peu partout, non pas un peu partout, mais que vous connaissez sûrement. Donc il mesure les accélérations, il voit les accélérations min et max, et à partir de là, il vous donne la magnitude. On appelle ça la magnitude. Alors regardez, depuis 1365, vous avez un très fort séisme. Alors un 10 sur l'échelle de Mercalli, je dirais que c'est un 7 sur l'échelle de Richter, hein, qui est très important. Donc victime, c'est plusieurs victimes. Alors regardez, 1673, vous avez, ça n'a pas été reporté, d'accord? Mais quand même, il a été signalé dans des archives. Alors le 3 février 1716, kiff, 10, regardez, 10, 1825, 1856, 9, 1869. Alors regardez les villes, vous avez Alger, Mitidja, c'est Blida, Oran, Blida, Djidjili, donc c'est Djidjel, les Aurès, hein, quand même, magnitude de 9. Orléansville, c'est Chlef à l'époque, puis l'Asnam. Orléansville, c'est l'Asnam et c'est Chlefa. D'accord? Elle a été rebaptisée 3 fois cette ville. À l'époque de la colonisation, c'était Orléansville. Plus tard, c'était Al-Asnam. Et après le fameux séisme de l'Asnam, de 7,3, regardez, 2633 victimes, elle a été rebaptisée Chlef. Regardez ici, le séisme de Blida en 1825, regardez, la population n'était pas aussi nombreuse que maintenant, il y a eu quand même 7000 victimes. Regardez, le séisme toujours de la Mitidja, 1716, 20 000 victimes. Vous imaginez le nombre de victimes qui est énorme. Regardez ici, par exemple, en 1980, 2633. Et là, regardez que plus on avance dans le temps, et plus les séismes sont nombreux et sont destructeurs. Regardez, de 1365 à 1673, il n'y a pas eu, on n'a pas noté d'importants séismes. D'accord? Jusqu'à 1716, par exemple. Il y a eu 20 000 morts. De 1716 à 1790, bon, c'est une autre zone, c'est Oran. Et là, vous voyez, la période de retour, hein, devient plus courte. 80, 85, 89, 94, 96, donc pratiquement tous les 5 ans, hein, à 10 ans maximum, nous avons un séisme très fort qui touche notre pays. Et là, vous avez le séisme de Boumardès, qui a été d'abord mesuré à 7,1, puis il a été revu à 6,8. Et puis vous avez, regardez, 2300 victimes. Donc, regardez, la prévalence du phénomène sismique est en train de prendre de l'ampleur, d'accord, ces dernières années. Regardez, c'est de plus en plus proche. Alors ici, vous avez aussi bien l'échelle magnitude de Richter, donc Richter, ou Richter, et là, c'est Mercalli. Vous voyez, un 6,7, c'est un 10 à peu près. Un 7,3, c'est un 10 aussi. Peut-être un 11, je mettrai un 11. Et là, quand même, on voit bien que les séismes deviennent plus fréquents et plus forts. D'où la nécessité d'être prudent lorsqu'on construit dans ces zones-là. Regardez, toutes ces villes-là, c'est à peu près dans les 50 km hein, du littoral, sauf pour peut-être pour les Aurès, ici, hein, cas particulier, où c'était un séisme modéré, c'est pas un séisme très fort, un séisme de 9 sur l'échelle de Mercalli. Ça correspond à peu près, je dirais, à un séisme de 6 à 6, voilà, à peu près. Voilà. Bon, il n'y a pas de corrélation directe entre l'échelle de Mercalli et l'échelle de Richter. Attention, il n'y a pas de corrélation. C'est juste des appréciations que nous pouvons donner. Voilà. Donc, pour tout projet hein, de construction, on voit qu'il est primordial d'adopter des bons gestes pour une conception architecturale parasismique. Alors, cette dernière, elle passe par différents points. Lorsqu'on dit qu'on fait une conception, une architecturale parasismique, il faut aussi
avoir une implantation judicieuse sur site. Bien sûr, une architecture favorisant un bon comportement sous séisme, la forme du bâtiment, certains gestes architecturaux doivent être bannis en zone sismique. Attention, car ceux-là même peuvent mener à la ruine d'un ouvrage. Il faut aussi veiller à appliquer des règles parasismiques, tant sur le plan de la conception que sur le calcul et le dimensionnement. Alors maintenant, nous allons passer dans le vif du sujet et parler de la conception architecturale parasismique. C'est-à-dire avant que l'ingénieur ne fasse ses calculs poussés pour assurer et garantir à notre structure une bonne tenue au séisme, il faudrait tout d'abord, en premier lieu, faire des gestes très simples, faire des choix parfois très très simples qui vont assurer par la suite un bon comportement de la structure. Alors parmi ces points, ces grandes lignes, d'accord, que nous allons développer tout à l'heure, vous avez l'implantation judicieuse sur le site. D'accord? Donc il faut faire attention. D'accord? Et on va voir tout à l'heure comment s'implanter sur des sites avec une crête, sur des sites avec une falaise, sur des sites où il y a probabilité de présence de cavités dans le sol, sur des sites où on est proche de la faille sismique, si elle est connue, d'accord, et souvent elles sont connues, les failles actuellement, dans le nord de l'Algérie, il y a eu des travaux de microzonation très poussés par le CGS, le Centre de génie parasismique, d'accord, et on connaît donc ces zones-là. Donc, bien s'implanter sur un site, c'est un point primordial. Bien sûr, adopter une architecture convenable, d'accord, assurant ou favorisant un comportement simple du bâtiment et ne pas aller vers des conceptions qui vont provoquer des comportements, je dirais, parasites du bâtiment et qui vont être eux-mêmes la cause réelle de l'effondrement du bâtiment et non pas le séisme. Parfois, c'est la forme du bâtiment qui est mal conçue, ou les rigidités qu'on a vues au chapitre précédent ne sont pas bien disposées, d'accord, de trop grandes ouvertures, des étages souples, d'accord. C'est eux-mêmes qui vont causer ou provoquer ou accélérer la ruine de l'ouvrage et non pas le séisme. Bien sûr, on verra il faudra bien appliquer, d'accord, les règles parasismiques, et ça, c'est du ressort des ingénieurs, donc de nos amis ingénieurs, et bien sûr, faire une bonne implantation sur le site, favoriser une architecture qui ne provoque pas une rupture précoce ou un dommage précoce à la construction, appliquer des règles, les parasismiques. Il y a aussi un point qui n'est pas négligeable et qui est très important, c'est la qualité de l'exécution, le choix des matériaux. Alors on aura beau faire toutes ces étapes avec, je dirais, une attention particulière, une attention dévouée, si j'ose dire, et observer tous les critères qu'on va énumérer tout à l'heure. Et puis lors de la réalisation, vous allez mal réaliser l'ouvrage, ne pas contrôler, avoir des matériaux qui n'obéissent pas au minimum requis pour la stabilité et la résistance de l'ouvrage, et bien tout ça, ce que vous aurez fait précédemment, il sera nul et non avenu, et à cause d'une mauvaise exécution, un mauvais choix de matériaux et une mauvaise mise en œuvre aussi. Donc ça aussi, ça va peut-être provoquer la ruine de votre ouvrage. Et donc il faut être très prudent. Il y a ce triptyque-là qu'il faudra toujours observer. Donc l'architecture et l'implantation sur site, l'application des règles parasismiques et aussi
une bonne réalisation, un suivi, une maîtrise de mise en œuvre et un choix de matériaux. Donc ce triptyque-là, c'est le triptyque qui va nous assurer un comportement et je dirais, un comportement optimal et une résistance et stabilité maximale à notre ouvrage. Il faut bien se rendre à l'évidence que ce ne sont pas les séismes qui tuent, mais c'est plus précisément les constructions humaines qui le font. Et donc, construisons bien pour assurer et garantir la sécurité des biens et des personnes. Et c'est ce qu'on va voir tout du long de ce chapitre. Donc il y a des règles parasismiques. Alors voici nous allons voir quelques problèmes liés au choix du site. Alors ici, c'est la faille qui a provoqué le séisme de Schliff en 1980. D'accord ? Je me rappelle très bien de ce séisme, je l'ai vécu, j'étais à Alger, et on a été sérieusement ébranlés ce jour-là. C'était un vendredi, et je m'apprêtais à aller à la mosquée, toujours en retard. Et donc ce séisme m'a pris à court. J'étais dans la cage d'escalier en descendant, et puis ça commençait à secouer dans tous les sens. Regardez, ça c'est la faille. C'est la faille au niveau de la localité de Sidi Rached. Les gens qui habitent à Schliff connaissent peut-être cette localité. C'est là où il y a eu l'épicentre, le centre du séisme. Et regardez, il y a eu un déplacement de 2 mètres. C'est une faille qui a déplacé la géographie même de cette petite localité. Donc il y a eu des zones où vous avez 2 mètres de décalage entre la partie basse et la partie haute. C'est vous dire que ce séisme qui était de 7,3 de magnitude était hyper important. Alors, lorsqu'on est à côté d'une faille, donc il est impératif, donc dès qu'une faille a été repérée, d'accord, il y a des moyens pour repérer les failles, des moyens de mesure et de monitoring. Dès qu'une faille est repérée, ou bien on se doute qu'il y a une faille dans un endroit donné, on évite de mettre des constructions à l'endroit des failles. Alors, je ne connais pas de système parasismique qui pourrait s'opposer à ce genre de choses. Si vous êtes sur une faille, vous pourrez construire avec les matériaux les plus performants, avec la conception la plus performante, et ça ne marchera pas. Vous êtes sur une faille, votre construction va se ruiner. Donc il faut à tout prix, dès que vous avez des failles qui sont localisées, bien documentées, éviter ces failles. Donc construire un peu loin des failles pour éviter ce genre de catastrophe. Très bien. Donc c'est la première problématique, donc repérer des failles et essayer de les éviter. Donc il faut toujours demander, si vous avez un très gros projet quelque part, il faut toujours demander ce qu'on appelle la micro-zonation de cette zone-là. La micro-zonation vous établit un petit peu, les failles qui existent autour de votre site. Le deuxième problème, c'est construire sur des sols meubles. Donc mettre des fondations sur des sols meubles. C'est des sols qui sont très lâches. C'est-à-dire, ce n'est pas des sols durs, c'est des mauvais terrains. Alors, lorsque vous avez des sols qui sont meubles, alors vous pouvez être loin de l'épicentre. Mais vous pourrez encaisser des dégâts importants sur votre structure. Pourquoi ? Eh bien, ces sols meubles sont connus pour amplifier l'accélération sismique. Vous savez, à chaque fois que l'on s'éloigne d'un séisme, il y a ce qu'on appelle l'atténuation. Yunqos le séisme. L'atténuation.
le séisme en intensité yunqos, il diminue. Et donc, plus on s'éloigne de l'épicentre, et je dirais, mieux c'est. Mais il peut s'avérer que vous êtes loin. Alors, je vais essayer de vous faire un petit schéma. Supposons que l'épicentre soit là. Donc, le séisme, il va commencer à se propager, tout autour, comme ça. Et tout ce qui est dans l'épicentre, il va être ébranlé. Alors, c'est sûr qu'ici, les gens qui sont très proches là, c'est là où vous allez enregistrer la plus forte magnitude. Par exemple, c'est un séisme de 6,8, alors ça sera 6,8 ici. Plus on s'éloigne, vous vous rappelez des bulles de contrainte, c'est la même logique. On va avoir ici peut-être m égale à 5, à 50 km. D'accord? Ensuite, peut-être à 100 km, vous allez avoir m égale à 4. Donc c'est un séisme, regardez, de 6,8. Donc c'est m égale à 4 n'est pas destructeur. Donc il va ébranler votre structure, mais il ne va pas être destructeur. Alors, supposons que je sois ici, même un séisme de 5 à 5,5, il n'est pas destructeur. C'est vrai qu'il fait peur, mais il ne va pas vous démolir votre structure. Alors supposons qu'à cette distance-là, dans cette zone-là, vous ayez des sols meubles. Vous savez qu'ici, vous étiez à 5, et bien au lieu d'avoir un 5,2, plutôt un 4,8 ici, ou bien un 4,5 ici, vous allez vous retrouver avec un 5,5, qui n'est plus logique. Regardez, normalement je suis plus loin. Regardez cette courbe-là. Là, normalement, je dois avoir, par le phénomène d'atténuation, un 5 tout court. Je me retrouve plus loin avec un 5,5. Pourquoi? Parce que je suis sur des sols meubles qui amplifient le signal sismique. C'est pour cela que lorsqu'on est sur un sol meuble, d'accord, c'est très très défavorable pour la structure. Alors, je vous raconte une anecdote pour le séisme de 2003, le 21 mai 2003. Alors le séisme, il était à Boumerdès. C'était là. Bon, réellement, c'était dans la mer. Boumerdès. Très bien. Alors on avait le CRAG, ce qu'on appelle le Centre de recherche appliquée en géophysique. Donc le CRAC, c'est lui qui nous donne les intensités en Algérie, c'est le centre de recherche. Il avait une station d'accélérogramme qui mesure, d'accord, l'accélération du séisme, accéléro au niveau de Qaddara, le fameux barrage de Qaddara. Il avait enregistré ici une accélération du sol qui était très proche de la zone épicentrale. Il avait enregistré accélération de 0,45, l'accélération de la pesanteur, 0,45 G. Eh bien, il y avait un autre enregistreur, ici, le CRAG avait un autre enregistreur, au centre, à l'ONM, l'Office national de la météo, qui est à Dal Beda. Là, vous aviez à peu près 30 km. Ici, c'est à peu près dans les 60 km. Alors ici, ils ont mesuré 0,51 G. Regardez, on est plus loin et on a mesuré une accélération sismique beaucoup plus importante qu'ici. Je crois que Qaddara, c'est même pas qu'à 30, je crois que c'est à 15 km. Et ici, c'est 40. Voilà, je corrige, c'est à peu près 40. Bon, en tous les cas, là, on est vraiment plus loin qu'ici. C'est 2 fois et plus. Alors, normalement, ici, je dois mesurer moins que là. Et pourtant, on a mesuré plus. Pourquoi? Alors, toute la zone de Dal Beda, Bebzouar, c'est des marécages. C'est connu. C'est des marécages. C'est une zone marécageuse. Et donc, c'est des sols meubles qui ont contribué à fortement amplifier le signal sismique. Voilà donc l'implantation d'une construction sur un site meuble
est très dangereux. Et donc il faut dimensionner vos structures en conséquence. Aussi, lorsque vous êtes au sommet d'une crête, aussi, il y a ce phénomène aussi, ce qu'on appelle l'amplification des secousses au niveau des crêtes. Vous avez une onde sismique qui vient ici et qui se retrouve coincée, donc elle n'a pas où s'échapper, l'onde sismique. Elle va commencer à vouloir sortir et elle va ébranler tout ce qu'il y a au-dessus. Donc être au sommet d'une crête en zone sismique est aussi très défavorable. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de construire dans des zones meubles ou dans des sommets de crête. Si, on peut construire, mais il faut être prudent. Ne pas faire, pour l'architecte, des gestes architecturaux insensés, si j'ose dire. Hein, des gestes qui sortent de l'ordinaire. Là, il ne faut vraiment pas le faire. Ici, il ne faut pas vraiment le faire. Il faut le faire, vous pouvez le faire dans des zones sismiques où le site vous l'autorise. Donc, il ne faut pas à chaque fois défier voilà, les éléments. On ne gagne pas à tous les coups avec le séisme. Donc, voilà, il faut être prudent. Et souvent, lorsque vous construisez dans ces zones-là, l'ingénieur, pour parer au séisme, d'accord, il sera obligé de mettre des sections de poteaux importantes qui vont vous gêner peut-être. Il va mettre des voiles importants, un système de fondation spécial qui va coûter excessivement cher, d'accord, et donc ça ne devient plus raisonnable. Vous savez qu'avec le séisme, il faut revoir un petit peu ses ambitions à la baisse, ne pas faire n'importe quoi, et c'est tout. Donc attention, le choix du site, vous avez deux cas de figure ici, le sol meuble hein, qui vous amplifie, et aussi lorsque vous êtes implanté au sommet d'une crête, ça peut ébranler sérieusement votre structure. Et donc si vous êtes obligé de construire ici, ça va automatiquement se répercuter sur le coût de l'ouvrage parce qu'on va faire peut-être des pieux, peut-être un système de fondation spécial, renforcer la structure hein, pour qu'elle ne casse pas. Voilà, ça a un coût. Et toujours, lorsqu'on construit, on essaie toujours de minimiser. Alors je mets dollars, je vais mettre dinar, allez, j'ai effacé ça, voilà, dinar. Il faut toujours essayer de minimiser les coûts. Un autre problème lié au choix du site, c'est la construction à côté de falaises, à côté des bords de falaises. Alors regardez ici, cette image est très frappante, où on voit, suite à un séisme, carrément ici, regardez, il y a un éboulement total sur cette falaise. Hein. Ici, carrément, regardez, le bâtiment s'est incliné. On voit bien que le bâtiment a subi une inclinaison. Il sera donc appelé à être démoli. Alors, sur l'intégrité structurale, vous voyez, le système de structure s'est très bien comporté. On voit qu'il n'y a pas de fissure, mais c'est l'assise des fondations qui se retrouvait sur un massif de sol qui est instable, comme ici, regardez, et qui va tomber incessamment. Voilà, donc lorsque vous êtes au bord d'une falaise, généralement on dit qu'il faudrait s'éloigner de 15 à 20 mètres, d'accord, pour avoir des bâtiments élancés. Alors ce n'est pas interdit de mettre des maisons hein, un peu plus proches, des maisons modestes, donc des petites constructions modestes qui ne respectent pas les 15 à 20 mètres. Mais si vous avez de grosses structures comme ça, et si vous ne respectez pas les 15-20 mètres, alors ici c'est à peu près, alors si j'ai 3, si c'est 9 mètres à peu près, voilà, à la hauteur d'étage, comme ça, c'est à peu près à 9 mètres, pardon, et bien vous risquez de mettre en péril votre construction. Même si les fondations ont tenu, le système structural, regardez, il a bien fonctionné, mais c'est le sol lui-même qui est en train de se dérober hein, sous la construction et tout ça, ça va tomber incessamment. Donc attention, lorsque vous êtes en bord d'une falaise, ne faites pas n'importe quoi. Des petites constructions, il n'y a pas de problème, mais de gros bâtiments comme celui-là,
il vaut mieux respecter une certaine distance de recul. Et bien sûr, une étude géotechnique, une étude du sol pour évaluer, donc étude géotechnique, pour évaluer le risque de glissement est impérative dans ce cas-là. Donc il faut faire une étude de sol spéciale, ce qu'on appelle une étude de stabilité d'ensemble. Ce n'est pas l'étude pour déterminer sigma sol admissible, non, non. Là, c'est une étude de stabilité en fonction du poids de l'ouvrage et voir la possibilité que vous ayez ou non des mécanismes de ruine suite à un séisme. Voilà, donc toujours avec ces phénomènes de glissement lorsqu'il y a un séisme, regardez, votre construction peut être emportée carrément. Alors ici, ça c'est un hangar en charpente métallique, très léger, vous voyez l'hangar ici, c'est un hangar, c'est un dépôt. Il était situé du côté de Oued Tarfa. Oued Tarfa, c'est à côté de l'Ashur. Voilà. Et donc, regardez, ici, il y a eu un séisme, et regardez, l'hangar, il n'a pas bougé. La maçonnerie n'a pas été touchée. Mais, regardez, c'est une partie du terrain qui veut se dérober, qui veut glisser. Alors ici, on peut voir la fondation et le sol qui s'est dérobé sous la fondation. D'accord? Il n'y a plus de sol. Et donc, il a fallu renforcer avec des techniques particulières tout ce terrain-là. Donc, à la limite, regardez, c'est quelque chose de léger. Un hangar, ça pèse pas lourd. Une charpente, c'est un R+0. C'est une construction très modeste. Il était trop proche du bord de la falaise, il était visible de l'autoroute. Maintenant, il a été réparé, donc on ne peut plus le voir. Déjà d'une part parce qu'il n'y a plus ce problème-là, et d'autre part parce qu'il y a eu des constructions juste après lui. Et puis, c'est un R+0, très léger. Et pourtant, ce n'est pas son poids qui était son inconvénient, mais c'était beaucoup plus le sol sur lequel il était posé. Donc il y a eu ce coup sismique, il y a eu carrément, regardez, un glissement de terrain. Il emporte tout avec lui. Donc il va y avoir une construction qui ne va pas se ruiner d'elle-même, mais c'est le terrain sur lequel elle se trouve, sur lequel elle se trouve, qui va provoquer sa ruine. Donc attention, donc dans ce cas-là, il aurait été loisible de faire, par exemple, si je suis ici, regardez, j'ai quelque chose comme ça, et je veux construire là mon hangar, voilà, il était loisible de faire un mur de soutènement, ici, voilà, pour qu'il retienne mes terres. Et le problème ne se serait pas posé dans ce cas-là. Un autre cas lié à la problématique du choix du site, c'est lorsque vous êtes en contrebas d'une montagne. Alors, en cas de séisme, les parois d'une montagne risquent de tomber et vous casser votre maison. Alors souvent, ça peut être une route, il peut y avoir des passants par là, des voitures, et ça peut tomber à cause du séisme, et ça peut vous casser vos maisons et peut-être causer des accidents de la route monstrueux. Alors c'est pour cela que lorsque vous avez des falaises comme ça, vous avez des constructions, pour éviter qu'il y ait des éboulis qui tombent, on renforce, on fait ce qu'on appelle un clouage, d'accord? On fait un clouage, donc on projette du béton sur ces, vous avez sûrement dû le voir, au bord des routes, on projette du béton pour éviter qu'il y ait ces éboulis. Aussi, c'est un problème qui est très récurrent et très dangereux. Alors aussi, on peut parfois, si on ne connaît pas exactement ce qui se passe sous mon site, on peut avoir des terrains qui sont au-dessus de cavités. Les cavités, elles peuvent avoir différentes origines. Il peut y avoir une circulation d'eau, et puis ça va drainer les sols qui sont en dessous. Et puis vous risquez d'avoir une cavité sous votre construction. C'est pour cela que les études de sol, vous faites une étude de sol, les carottages, prélever des carottes à des profondeurs quand même parfois jusqu'à 5 fois la hauteur du bâtiment, entre 3 à 5 fois la hauteur de profondeur, en fonction de la hauteur du bâtiment, ça nous permet de déceler s'il n'y a pas des cavités.
parce que la cavité, pardon, elle est stable, mais dès qu'il y a mouvement sismique, elle va casser. Et vous risquez d'avoir votre bâtiment qui va s'enfoncer dans le sol. Alors, en Algérie, pardon, chez nous, c'est très 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 rare ce genre de phénomène. Mais ailleurs, ou en Europe par exemple, où vous avez, ils ont des massifs de craie, des massifs de craie, donc c'est un type de sol qui est très lessivable, c'est-à-dire s'il y a de la circulation d'eau, hein, la craie va se dissoudre, elle va partir, donc elle va former des cavités sous les constructions. Et ce phénomène, bon, chez nous en Algérie, est très très peu probable. Hein. Un autre aspect, hein, qui est très présent chez nous, c'est ce qu'on appelle le problème lié à la liquéfaction des sols saturés. Alors, ce phénomène de liquéfaction, c'est quoi? Alors, généralement, la liquéfaction touche les sols sableux, d'accord, qui sont saturés d'eau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il y a un séisme, vous savez que l'eau est incompressible. On ne peut pas comprimer l'eau. Incompressible. On sait que les grains de sol sont collés les uns aux autres. Il y a de l'eau au milieu. Il y a de l'eau entre les grains. Alors, dès qu'il y a un séisme, qu'est-ce qui va se passer? Alors, toute cette masse de sol va être secouée, et puis c'est l'eau qui va encaisser la force du séisme. Et elle va augmenter, sa pression va augmenter, la pression de l'eau va augmenter. Alors, puisque c'est elle qui va encaisser la charge la plus importante du séisme, la pression de l'eau va augmenter. Si la pression de l'eau va augmenter, alors cette eau, elle va remonter, elle va, d'accord, sortir par la surface. En sortant par la surface, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va entraîner avec elle des particules de sol qui étaient à l'intérieur, des particules fines. Une fois que l'eau sera partie, entraînant avec elle ces particules de sol, il va y avoir des vides à l'intérieur. Et après un moment, généralement le phénomène de liquéfaction, il a lieu quelques minutes à quelques heures après le séisme. Donc il y a eu le séisme, le bâtiment sera l'eau à l'eau. Ensuite, le phénomène de liquéfaction va se manifester, les eaux vont sortir, entraînant avec elles quelques particules, il va créer le vide, et puis vous allez voir des bâtiments qui vont s'enfoncer tout seuls, comme ça, sans raison apparente, ils vont s'enfoncer dans le sol parce qu'il y a eu des vides à l'intérieur dus à la liquéfaction du sol. C'est un phénomène très très dangereux. Et actuellement, la modélisation par les ingénieurs et par les chercheurs de ce phénomène n'est pas encore achevée. Et donc, c'est un domaine de recherche très pointu, donc cette liquéfaction des sols. Et donc, il faudrait essayer de l'éviter. Alors, chez nous, en 2003, le séisme de Boumerdès, au port de... Rappelez-moi, le port de... côté de Boumerdès, de Zemmouri, voilà, Zemmouri le Bahri, au port. Donc il y a eu toute une esplanade qui s'est affaissée. L'esplanade du port, elle s'est affaissée de plus de 30 cm à cause de ce phénomène. Heureusement qu'il n'y avait pas de bâtiment à côté du port. Donc il y avait de l'eau, il y avait un sable qui était saturé, il y a eu le séisme, il y a eu ce phénomène de liquéfaction, et puis c'est toute l'esplanade du port qui s'est affaissée. Elle ne s'est pas affaissée uniformément, donc elle s'est retrouvée gondolée comme ça. C'était vraiment très je dirais spectaculaire, donc ce phénomène de liquéfaction qui a été observé, je dirais, pour la première fois en Algérie en 2003. Donc attention, lorsque vous avez des sols saturés, alors ici c'est structure parasismique qui s'est engouffrée dans le sol suite à une liquéfaction du sol. Kobe, Japon, en 95. C'est un séisme de Kobe qui est un séisme très important qui a presque ruiné la ville de Kobe. Et là, regardez, un bâtiment qui n'a pas subi de dommages structurels, c'est pas un bâtiment très haut, d'accord? Il restait intact, regardez, il n'y a pas de fissures, les éléments de structure sont restés droits,
d'accord? Mais il s'est enfoncé dans le sol à cause de ce phénomène de liquéfaction. Alors lorsqu'il y a un problème de liquéfaction, lorsqu'il est repéré, donc on sait qu'il y a risque de liquéfaction, alors en général on essaye de fonder les bâtiments, donc c'est la solution, on essaye de fonder les bâtiments, d'accord, à l'aide de pieux, ou à l'aide comment dirais-je, de barrettes, comme on l'a fait pour la grande mosquée d'Alger. Donc on va fonder, donc on va dépasser la couche qui est liquéfiable, et on met notre fondation sous forme de pieux. On va fonder sur un sol qui ne soit pas liquéfiable. Et donc même s'il y a liquéfaction, elle se produira autour des pieux qui sont porteurs, et là c'est pas très grave. S'il y a une déformation superficielle du sol, le bâtiment n'encaissera pas cette déformation. Donc attention au phénomène de liquéfaction. Dès qu'on a des couches de sol liquéfiables, on ne doit pas fonder sur les couches superficielles, mais on doit dépasser les couches, d'accord, liquéfiables. Je quitte liquéfier les couches, d'accord. Moi, je suis sur un sol qui ne s'est pas liquéfié, je suis toujours stable. Donc, en résumé, la problématique du choix du site, reconnaissance. Donc, le choix préalable du site d'implantation est le premier pas vers une protection parasismique efficace. Aussi, des études géotechniques visant à déterminer les caractéristiques des différentes couches du sol est primordial. Ces dernières porteront essentiellement sur des sondages carottés tous les 500 mètres carrés environ, avec un minimum de 4 sondages espacés de 15 mètres au plus. La profondeur des sondages est en général égale à 3 fois la largeur de la fondation, ou au minimum 6 mètres dans le cas des semelles isolées. Dans le cas des fondations par radier, la profondeur du sondage sera 1,5 fois la largeur du bâtiment. L'évaluation du potentiel de liquéfaction du sol est très importante. Donc, mise en place de forages équipés de tubes isométriques. Donc, une analyse géophysique visant à déterminer la réponse des sols en cas de secousse sismique, analyse spectrale des ondes de surface, essais sismiques, réfraction. Et donc tout ça, c'est des essais à faire lorsque vous allez vous implanter dans une zone sismique. Alors maintenant, nous allons voir la problématique liée à l'environnement construit. Donc le bâtiment à construire, donc il peut être dans l'un des deux cas de figure suivants. Donc soit il est limitrophe d'autres bâtiments, donc la construction voisine est de bonne conception, la construction voisine est de vulnérabilité inconnue. Alors dans ce cas-là, lorsque la construction voisine est de bonne conception, donc il suffira de faire un joint sismique pour que les deux constructions ne s'entrechoquent pas, c'est-à-dire pour qu'une construction ne va pas, provoquer la ruine de votre construction. Une vérification quant à d'éventuelles projections doit se faire si le nouveau bâtiment est moins haut que les constructions voisines, en protégeant les terrasses accessibles avec renforcement éventuel des planchers terrasses. Alors maintenant, si la construction voisine est de vulnérabilité inconnue, donc on ne sait pas quand est-ce qu'elle a été construite, quel est son système structural, alors il y a possibilité, maintenant là c'est un peu plus sérieux, donc il y a possibilité d'entrechoquement des deux bâtiments. Et souvent la ruine de la construction mitoyenne peut dans beaucoup de cas entraîner la ruine de la nouvelle construction elle-même, si cette dernière est parasismique. On a vu durant le séisme de Boumerdès, des constructions bien dimensionnées se sont vues ruinées à cause de constructions qui leur sont mitoyennes, qui étaient, mal dimensionnées. On peut voir ici donc effondrement d'une construction vulnérable sur une autre en cours de réalisation. Notez que les seuls dégâts sont ceux provoqués par la ruine de la construction mitoyenne. Vous voyez ici, cette construction, elle s'est ruinée, elle est en cours de construction, et regardez ici les poteaux, vous voyez qu'ils ont été cassés, donc il va falloir carrément démolir et reprendre cette construction. Alors ici, c'est à Boudouaou, c'est une construction à Boudouaou. Donc je disais, cette construction que vous voyez ici, elle fait l'angle de la rue, d'accord? Et puis elle est très bien conservée, regardez. Alors qu'est-ce qui a provoqué la ruine de cette structure? Eh bien c'est tout simplement ces constructions qui sont à côté. Regardez, cette construction a poussé dans ce sens. Celle qui est ici l'a poussé dans ce sens.
et elle s'est vue projetée en résultante vers l'extérieur. Vous voyez, je vais dessiner ici, donc ma construction, celle qui était là. Le joint n'était pas suffisant, et puis il y avait une autre qui était mitoyenne. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Cette construction a tapé sur celle-là, cette construction a tapé sur celle-là, et elle s'est ruinée, regardez, elle est ruinée complètement par mécanisme de rotule au niveau du rez-de-chaussée. S'il y avait des joints suffisants, d'accord, cette structure n'aurait jamais pu percuter celle-là, et celle-ci n'aurait jamais pu percuter aussi celle-là, et elle aurait été préservée lors de ce séisme. Donc le joint sismique est insuffisant. Regardez, lorsque le joint sismique est insuffisant, d'accord, une construction mitoyenne peut vous menacer une structure qui est convenablement dimensionnée, bien calculée, bien avec de bons contreventements, et elle va tomber uniquement parce que ces deux constructions l'ont poussée vers cette ruine. Voyons maintenant l'impact architectural sur le comportement sismique. Alors la forme des bâtiments et l'agencement des différents éléments le constituant, donc le bâtiment, principaux ou secondaires, qu'ils soient porteurs ou non, influencent dans une large mesure le comportement du bâtiment sous charge sismique. Donc le concepteur, donc vous et l'ingénieur, devra rechercher à allier beauté du geste architectural, je sais que c'est important, sans pour autant sacrifier la sécurité des biens et des personnes. La solution est très vite trouvée dans la simplicité, la régularité des formes. Toutefois, le concepteur devra être conscient que pour des structures complexes ayant des formes irrégulières, le coût de la protection, voilà, on parle de coût, le coût de la protection parasismique devient très prohibitif, devient important, sans pour autant assurer un comportement favorable au séisme. Je le dis toujours, dans des zones fortement sismiques, il faut revoir un petit peu ses ambitions à la baisse, ne pas faire des gestes architecturaux qui pourraient mener à la ruine de votre structure. Donc on peut trouver des gestes agréables, de beaux gestes architecturaux, artistiques, à la limite, mais sans porter préjudice à la construction. Nous allons voir maintenant quelques points sur la forme en plan, par exemple, la symétrie en plan. Alors la symétrie en plan, elle est très importante lors du comportement sismique d'une structure. On aime bien avoir des structures symétriques. Alors le séisme, il adore les formes non symétriques. Et c'est là où il intervient en endommageant ces dernières. Donc des structures dissymétriques se sont sérieusement endommagées, voire effondrées par effet de torsion d'axe vertical. Alors regardez ici, ce bâtiment-là, c'est un bâtiment L. Vous vous rappelez l'exercice 2 du contreventement? On avait trouvé qu'il y avait une certaine différence entre le centre de rigidité et le centre de masse. Parce que le bâtiment était de forme comme ça, en L. Et donc il y a un gros couple, un moment de torsion. Et ce genre de bâtiment, regardez, il va casser ici, ce que vous voyez ici. D'accord? Par torsion, il va commencer à tourner. Il va casser à l'angle rentrant. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? L'architecte veut avoir cet effet-là. On n'a qu'à dissocier le bâtiment en deux joints. D'accord? Comme ici. Ce bâtiment va se comporter comme ça, celui-là va se déplacer comme ça, et donc ils ne vont pas se toucher. Bien sûr, veillez à dimensionner correctement le joint, et vous aurez garanti la forme et garanti la sécurité de la structure. Alors, à chaque fois que vous avez des structures à angle rentrant, comme ici, un forme en T, forme en plus, comme ça, un forme en U, c'est des angles rentrants. Voilà, c'est des angles rentrants, vous voyez les angles, d'accord? Il faut essayer de dissocier ces structures, donc c'est des formes à éviter dans les zones de forte sismicité. Bien sûr, à éviter, mais on peut les simplifier en créant des joints. Donc je peux faire un joint ici, regardez, comme là. Je peux avoir cette barre-là, ensuite je vais avoir cette barre, et je n'aurai plus de problème de torsion. Chaque bâtiment aura le centre de masse coïncide avec le centre de rigidité, et puis on n'aura plus cette torsion parasite, et puis vous ne menacerez pas votre structure de dommages s'il y a séisme. Voilà.
la forme en plan. Donc on va fractionner des blocs en blocs disjoints, séparés par des joints parasismiques. Regardez, j'ai un bloc qui est comme ça, donc je peux avoir un petit bloc là, tout simplement. Vous savez que les joints, nous savons maintenant les traiter de manière très très esthétique. Hein. Ils ne se verront pas de l'extérieur ni de l'intérieur. Donc pourquoi pas ne pas dissocier en forme comme ça, en forme de joint. Alors ici, regardez, c'est un bâtiment aux États-Unis, d'accord? C'est le séisme de Loma Prieta en 89, je crois. Regardez, c'est un bâtiment de forme en V, comme ça. V ouvert. Regardez, ici, c'est rien de produit. Regardez les dégâts à l'angle rentrant. À l'angle rentrant. Hein, à l'angle. Regardez les dégâts. Regardez, ce bâtiment, il sera appelé à démolir, à être reconstruit. S'ils avaient fait un joint ici, entre les deux blocs, d'accord, on n'aurait pas eu ça. Même aux États-Unis, on fait des bêtises. Remarquez aussi que le bâtiment n'est pas très haut, c'est un R plus 1. Et regardez les dommages qu'il a subis à cause de cet angle rentrant. Voici toujours un bâtiment en forme de L. C'est un bâtiment parking de forme de L, en forme de L. Et regardez, hein, au niveau de l'angle rentrant, toutes les parties qui sont désagrégées, carrément, qui vont se détacher. D'accord? Donc il aurait mieux valu, pour ce bâtiment L, hein, faire un joint. Donc ce bloc serait tout seul, ce bloc serait tout seul, et on n'aurait pas eu cette dégradation. Regardez, hein. Même ici, ça semble, hein, regardez la différence de niveau, là c'est carrément tombé. Hein. Très bien, regardez, donc il faut éviter ces formes-là en zone sismique, ou bien vous mettez des joints. Voilà aussi en élévation, donc la régularité, ce qu'on appelle la régularité en élévation. Tout à l'heure c'était la régularité en plan, et ici la régularité en élévation. Alors vous savez que lorsque vous avez des bâtiments à inertie variable, regardez, par exemple vous avez un podium, pardon, hein, vous avez un podium, comme ici, puis une tour au milieu. Alors la rigidité du podium et la rigidité de la tour ne sont pas les mêmes, donc il va y avoir des cassures ici, donc ça risque de casser. Donc il serait plus judicieux, d'accord, de prendre le podium, étant donné qu'il possède des angles rentrants, de lui diviser lui aussi en joints, voilà, comme ça, par exemple. Donc un joint, un autre joint, un autre là, un autre là, et la tour au milieu aussi avec un joint. On désolidarise la tour. Ou bien, au pire des cas, on laisse le podium sans joint et on met la tour au milieu. D'accord? Pour qu'il y ait des déformations. Donc, c'est pas la même rigidité. Regardez, la rigidité de la partie basse et la rigidité de la partie haute. Celle-ci, elle sera plus flexible. Et donc, celle-là peut endommager la partie podium en bas. Donc, il vaut mieux faire un joint entre les deux pour que le mouvement de cette tour-là sera libre. Et je disais tout à l'heure, on peut traiter les joints de manière très esthétique. Hein, vous ne le verrez pas en façade. La même chose ici, lorsque vous avez une variation d'inertie, donc essayez, donc au lieu d'avoir un bâtiment Kunhagda, carrément, essayez de faire varier l'inertie graduellement. Soit de manière linéaire, voilà, soit de manière curviline, comme ça. Et là, c'est des bâtiments qui vont avoir des comportements intéressants. Aussi, lorsque vous avez des tours avec des setbacks, en anglais on appelle ça des setbacks, hein, de inertie variable, donc il vaut mieux faire des joints entre les deux, voilà, entre les trois dans ce cas-là, pour que chaque bâtiment puisse se comporter tout seul et vous n'aurez pas de ruine de l'ouvrage. Voilà. Donc ce sont des appréciations que vous pouvez faire au départ au niveau de votre réflexion architecturale et qui vont donner une garantie sans pareil au comportement sismique. Alors ici c'est au Japon, regardez, même les Japonais font des bêtises. Alors je disais tout à l'heure, lorsque vous avez un bâtiment vous avez un bâtiment avec une variation d'inertie, comme ici. J'ai dit que sa partie basse avait une certaine rigidité et celle-ci avait une plus grande flexibilité. Donc il va y avoir une cassure ici.
Regardez, c'est ce qui s'est passé. C'est le bâtiment de la société NEC, société d'électronique japonaise bien connue. Regardez. Au niveau du changement de direction, il y a eu cassure. D'accord? Donc il aurait mieux valu de faire un niveau comme ça, attendez, change de couleur, jouer un niveau comme ça, ensuite partir et revenir vers la forme finale. Ou bien faire une variation graduelle, comme j'avais dit tout à l'heure. Donc soit linéaire, donc soit une variation linéaire, soit une variation curviligne. Alors ici, c'est la même chose. Hein. Regardez, vous avez un bâtiment, ensuite il change de section. Regardez, il a cassé là où on a eu un changement de section. Alors regardez, au niveau du rez-de-chaussée, c'est là où on s'attend à ce qu'il y ait ruine de l'ouvrage. Il n'y a pas eu ruine de l'ouvrage en bas, là où il y a les forts tranchants maximum. Hein. Mais il y a eu ruine plus haut, là où il y a un changement de rigidité. Vous voyez, il y a eu une cassure carrément à ce niveau. Donc ce sont des gestes à éviter. Donc il fallait peut-être changer voilà, comme ça, ainsi de suite. Voilà, un changement pas brutal. Le séisme, il adore ça, les changements brutaux. Ce qu'on appelle l'absence de régularité. Et c'est au Japon, séisme de Kobe 1995. Voilà, donc des gestes architecturaux très anodins hein, que vous pouvez faire au départ et éviter de sérieux problèmes à votre structure. Alors maintenant, nous allons voir le danger bon, vous voyez, danger des niveaux transparents souples. C'est des niveaux transparents ou souples. Alors ici, regardez, vous avez un bâtiment où vous avez une structure. Et puis ici, vous avez une hauteur importante. C'est la même section de poteaux. Alors ces poteaux, vu que vous avez une double hauteur, ils vont être très flexibles. D'accord? En plus, il n'y a pas de cloisonnement à l'intérieur. D'accord? Il n'y a pas de cloison. Donc ça donne un rez-de-chaussée flexible, ce qu'on appelle les étages flexibles ou les étages souples. Et bien pour ces étages-là, il va y avoir carrément 6 éléments de ces poteaux et votre structure, elle va se ruiner. D'accord? Donc on peut faire la variation de manière graduelle en rajoutant peut-être des voiles quelque part ici. Hein, ne pas tout vider. D'accord? Faire des voiles. Ensuite on revient au poteau. Donc récupérer l'absence de rigidité par des éléments supplémentaires. Là on va voir maintenant des photos. Voilà, ici, regardez, c'est un bâtiment de bureau. Et bien au sous-sol, vous avez, pas au sous-sol, au rez-de-chaussée, vous avez une aire de stationnement. Alors c'est aux États-Unis. Et je pense que vous le voyez bien ici, que ce coin-là, il descend. Il y a eu quand même rupture. Là, le bâtiment, regardez, il est droit. Ensuite, hop, il plonge ici. Il y a eu quand même cassure au niveau des poteaux ici, parce que vous avez un étage qui est souple. Il faut éviter les étages vides, les étages transparents. Donc, auquel cas, rajouter peut-être à l'intérieur, regardez, des voiles. Si on avait rajouté des voiles à l'intérieur, d'accord, sans gêner la circulation, voilà, on peut faire une circulation comme ça, tout autour. Les parkings, comme ça, je peux garer comme ça, je peux garer là. Donc, ces voiles-là, si je les avais rajoutées, eh bien, j'aurais pas eu cette ruine. Donc, attention aux étages souples. Donc, on peut rajouter des voiles pour éviter ce problème. D'étage souple. Voilà un étage souple en Algérie, à Boudoua toujours je crois, à Zimouri, pardon. Parce qu'à l'époque, on avait les enseignants de l'EPO ont été réquisitionnés par le ministère pour aller expertiser pas mal de constructions, les classer en rouge et orange et vert. Donc on est parti, des collègues ingénieurs de l'EPO pour faire ces expertises-là. Alors regardez ici, qu'est-ce qui s'est passé. Alors ici, l'étage souple n'est plus au rez-de-chaussée, mais au premier. Regardez, la maçonnerie a joué le rôle de voile. Et donc le rez-de-chaussée a bien tenu. Et on a une variation de rigidité du bas vers le haut. Et pas de chance pour ce propriétaire. Regardez, il y a eu cassure des poteaux en tête. Donc vous avez un étage qui est rigide et un étage qui est souple. Tout à l'heure, il était au rez-de-chaussée. Ici, il a fait le briquetage à la base, il n'a pas fait de briquetage au premier. Donc s'il avait fait le même briquetage ici, la structure TAO, elle serait toujours debout. Et bien parce qu'il n'avait pas les moyens, le pauvre, j'imagine, donc il a uniquement
briqueter la partie basse pour probablement, regarder, à des portails, louer l'espace inférieur. Et avec l'argent, ils comptaient construire. Malheureusement, le 21 mai, ces plans ont été remis en cause. Donc, s'il avait fait au moins une simple cloison, pas une double cloison, alors cet étage souple n'aurait pas apparu. Et donc, vous n'aurez pas eu de ruine. Alors, regardez, c'est des cas très simples que l'on voit à chaque fois. Alors, ici, regardez, c'est à Zemouri, voilà. Voilà, je pense que j'ai mis uniquement les photos de Zemouri. Hein? Ici, ça, c'est pas le rez-de-chaussée. Hein. Le rez-de-chaussée, il est là. Et vous avez 3 belles voitures qui étaient là. Pardon. Je me rappelle très bien de cette villa. Donc, il y avait un garage, donc il n'y avait pas de cloison en bas. Donc, l'étage du rez-de-chaussée était complètement vide pour faire entrer les véhicules. 1, 2 et 3. D'accord? Il y avait 3 garages, 3 véhicules. Il y avait un 406, je crois, ici. Et regardez la structure, aucune fissure en haut. Aucune fissure. C'est la ruine de l'étage souple, du rez-de-chaussée souple, et donc il a causé la ruine de cette construction. Alors il n'y a pas eu de mort ici, je vous rassure. Toutes les photos que je vous montre, il n'y a pas eu de perte humaine, d'accord? Donc les photos où il y a eu des pertes humaines, donc je ne les expose pas par respect aux personnes qui habitaient les lieux. Voilà, donc ici il n'y a pas eu de pertes humaines, alhamdoulilah, d'accord? Alors ici, étage souple, mais en haut. Regardez, en bas, vous avez des portails, des cloisons, ou le four, une dalle, 2 dalles, et elle est coulée la 3e, et tout s'est effondré. Regardez la rotule, hein, des rotules au niveau des poteaux, et la construction est complètement disloquée. Attention aux étages souples, c'est un phénomène récurrent chez nous, et les gens n'y prêtent pas attention. Alors, solution possible, maintenant nous présentons des solutions possibles pour les étages souples. Alors, si vous avez un étage souple, il faut éviter cette souplesse, soit en rajoutant des morceaux de voile, soit dans ce cas-là, regardez, utiliser des arcs, comme ça, hein, ou bien des variations d'inertie. Il ne faudrait pas qu'il y ait une variation subite de rigidité. Voilà, comme ça, un bloc et puis des poteaux en bas. Donc, renforcer ces poteaux-là, faire des arcs peut-être, comme ici, hein, d'accord? Et vous allez avoir un surplus de rigidité qui va empêcher. Alors s'il y a des structures métalliques, on peut rajouter des contreventements. Rappelez-vous, les structures métalliques, des contreventements métalliques. D'accord? On peut rajouter. Ne pas laisser des taches vides, des taches souples. Regardez, là, il y a une masse et là, il y a un vide. Si je n'avais pas mis ça, c'est stabilité, c'est contreventement, il aurait pu tomber. Donc on peut mettre des morceaux de voile. Donc il faut essayer de récupérer cette perte de rigidité, essayer d'avoir une réduction graduelle de la rigidité pour ne pas avoir ce fameux étage souple. On continue. Alors aussi le danger lié au poteau court. Alors c'est quoi un poteau court? C'est un poteau où le rapport de la longueur, de la hauteur du poteau à sa section A est inférieur à 5. C'est des poteaux qui sont courts. D'accord? Et ces poteaux-là sont très dangereux. Nous les rencontrons généralement dans les duplex. Regardez, vous avez un plancher, vous avez un plancher, vous avez ce poteau. Alors ce poteau n'est pas court, il est long, donc il peut se déplacer là et là. Mais ici, regardez, vous avez une portion de poteau court. C'est-à-dire vous allez avoir ce plancher qui va se déplacer comme ça, et ce plancher qui va se déplacer comme ça. Et ce poteau va être soumis à un effort de cisaillement important qu'il va éclater. Alors, pour éviter les problèmes de poteau court, dans un duplex, on peut faire un joint, carrément. Et chaque structure à part, travaillera à part, avec un double poteau ici. Ou bien carrément mettre un voile sur toute la hauteur. Donc une solution possible des poteaux courts. Les poteaux courts, voilà, nous allons voir maintenant l'effet poteau court qui peut se manifester aussi autrement. Alors ici, à l'origine, vous avez un plancher haut. Regardez, vous avez un plancher en haut, vous avez un plancher en bas. Vous ne le voyez pas. Vous l'imaginez. Donc il n'y a pas de poteau court. Le poteau fait 3 mètres 20, je crois. C'est une banque. D'accord? Mais regardez, le fait de mettre des ouvrants ici, des ouvertures ici, et des ouvertures là,
Alors c'est ma fille qui me dit I can't sleep. Voilà, je vais la voir et je reviens. Alors je disais, vous avez un poteau qui fait 3,20 mètres. Normalement, il n'est pas court. C'est un poteau qui fait 40 par 40. Et donc, le ratio du poteau court n'est pas observé ici. Et pourtant, il s'est cassé en poteau court. Pourquoi? On a créé, sans savoir, un poteau court en maintenant, regardez, des ouvertures dans ce niveau-là. Il se retrouvait que ce poteau, il va commencer à fléchir ici. Et donc, il va y avoir un séisme dans ce sens et un séisme dans ce sens. Il va y avoir un effet de cisaillement important. Regardez le poteau au nœud, dans les nœuds, là où il y a un maximum d'effort M et T, il ne s'est pas cassé au nœud, il s'est cassé au niveau du poteau court. Et donc, regardez, même là ici, regardez, phénomène de cisaillement. Il s'est produit un phénomène de cisaillement, vu qu'il y a une ouverture dans ce cas-là. Et là, d'accord, ça a cassé carrément. Ça donne naissance à un poteau court qui n'existait pas initialement. Donc attention à ces cas-là. Alors, généralement, pour se prémunir contre ça, on ne va pas empêcher l'architecte de mettre des ouvertures, mais on va mettre un petit bout de maçonnerie ici. C'est-à-dire, je vais renforcer les abords du poteau, d'accord, avec de la maçonnerie, où l'ouverture va commencer de là à là. D'accord, généralement 40 cm de chaque côté suffiront de maçonnerie. Ne pas faire arriver directement l'ouverture au poteau, mais maintenir une double cloison ici, hein, pour renforcer le poteau et éviter, donc s'il y avait de la maçonnerie qui venait jusque là, regardez, jusque là, on le voit, il y a une ouverture ici, donc on mettait de la maçonnerie là et là, et on change un petit peu l'architecture, ce poteau ne serait jamais cassé. Alors là, c'est une rupture par poteau court. Si on voulait éviter cette rupture par poteau court, ben, il y a deux cas possibles, soit mettre beaucoup d'acier transversaux, beaucoup de 4, et ça ne marche pas à tous les coups, ou agrandir le poteau, et même en l'agrandissant, vous serez toujours dans le cas du poteau court, et le poteau court, voilà, il faut essayer de l'éviter dans votre conception, même en faisant, hein, les ouvertures. Vous voyez, du point de vue structural, il a très bien tenu. L'effet poteau court, là, personne ne peut le prémunir, ni l'architecte, ni l'ingénieur. Bien sûr, on aurait pu l'éviter en changeant un petit peu les ouvertures, en trichant un peu. Voilà, et on ne perdrait pas beaucoup, hein, si on enlevait cette baie vitrée, on lui enlevait, hein, dans les 40 cm. Hein, c'est pas la fin du monde. Mais là, regardez, c'est gros travaux de réparation qu'il faudra mettre. Hein. Donc regardez, c'est des gros travaux. Il faudra démolir ce poteau, mettre des étais pour retenir la structure, faire un nouveau coffrage, recouler un nouveau poteau. Et ça coûte très cher. Voilà, donc en gros, ce sont quelques gestes qu'il faudrait observer, d'accord, au départ, lors de la conception, quelques acquisitions qu'il faudrait faire au niveau du site pour essayer d'approcher le plus correctement votre problème de construction en zone sismique. Alors, juste après, nous allons voir, bon, on ne va pas le voir parce qu'on l'a déjà vu dans les systèmes de contreventement, donc je vous renvoie au cours des contreventements, c'est voir un petit peu le choix du système porteur, d'accord? Alors ici, nous allons voir, nous l'avons déjà vu réellement, c'est les systèmes des murs porteurs, des voiles, d'accord? Les systèmes de poteaux-poutres, nous avons déjà vu, voilà, rappelez-vous le système de contreventement. Voilà aussi quelques dégâts dus à l'étage souple. Le système des voiles à fil d'ouverture. Les systèmes de mixte. Voilà. Cette photo, ça vous dit quelque chose. Normalement, on l'a déjà vu sur le chapitre contreventement. Et donc, j'arrête ici, hein, la présentation. Donc, je vais vous donner donc, la suite de cette diapositive. D'accord. Voilà, fin de la présentation. Donc, je vous salue tous.